Si le plancton a d'ores et déjà révélé une partie de ses incroyables secrets, il n'en reste pas moins mystérieux dans de nombreux domaines. C'est pour cela que la recherche fondamentale, libérée des contraintes économiques, s'y intéresse de près. En effet, les travaux des chercheurs favorisent une meilleure compréhension de la vie planctonique même et de ses processus génétiques, dont découleront sûrement de nombreuses applications au service de l'homme. Les études menées à Villefranche-sur-Mer sur la petite méduse Clitia en constituent un bon exemple. Les méduses, qui font partie intégrante du plancton animal, ont plutôt mauvaise réputation. Elles peuvent être à l'origine de pullulations, de déséquilibres écologiques et de piqûres plus ou moins dangereuses. Mais Clitia, qui ne dépasse pas 2 cm de diamètre, n'est pas urticante. Depuis près de 10 ans, une équipe de chercheurs français, japonais et anglais suit de très près la reproduction de ce petit animal. Clitia constitue un sujet scientifique de premier choix en termes d'évolution des espèces, de génétique, d'embryologie et même de médecine. Evelyn Ouliston dirige le laboratoire. Dans notre laboratoire, nous étudions principalement la phase sexuelle de la reproduction. C'est ce qui nous intéresse le plus. Comment un embryon se développe à partir d'un œuf. La méduse est un très bon modèle pour cette étude car elle est très simple et transparente. Nous pouvons voir tout ce qui se passe. Clitia n'est pas blanchâtre comme beaucoup de méduses, mais parfaitement transparente, ce qui permet l'observation des 4 verres situés sur le côté de l'ombrelle chez les méduses femelles. Les observations scientifiques commencent dès la phase de maturation des ovocytes, à l'intérieur même de l'ovaire. Il semblerait que de nombreuses informations concernant le futur embryon soient déjà en place dans la cellule femelle, bien avant la rencontre avec le spermatozoïde. Dans l'étude des méduses, ce sont les questions d'évolution qui m'intéressent le plus. Les cnidaires, c'est-à-dire le groupe zoologique des méduses, du corail et des anémones de mer, s'est séparé très tôt du reste du monde animal dans l'évolution. Ainsi, en comparant leur développement embryologique avec le nôtre, on peut avoir une idée de la biologie de notre ancêtre commun. C'est comme regarder votre cousin pour savoir à quoi votre grand-père pouvait ressembler. Grâce à l'implantation de marqueurs génétiques sur tel ou tel gène de la cellule femelle initiale, Tsuyoshi Momose effectue des observations au microscope à fluorescence qui lui permettent de déterminer l'origine des différentes parties de l'embryon. Cette technique de marquage a permis à l'équipe de Villefranche-sur-Mer de réaliser des avancées remarquables en matière de génétique et d'évolution des espèces. Le répertoire des gènes chez les cnidaires est très proche du répertoire des humains ou d'autres animaux. Ce fut une grosse surprise il y a quelques années quand des gens ont commencé à étudier les gènes présents. Finalement, les caractéristiques génétiques et embryologiques du plancton Clitia se révèlent étonnamment proches de celles de l'homme. Pourtant, près de 600 millions d'années séparent l'apparition sur Terre des 2 espèces. L'intérêt scientifique de la petite méduse translucide est loin de s'arrêter là. La planula, le dernier stade larvaire, est mobile grâce à une rangée de cils minuscules qu'elle porte à sa surface. On pourrait logiquement supposer que cette larve microscopique va se transformer en méduse adulte. Or, il n'en est rien. Délaissant le monde mobile du plancton, la planula se fixe sur le sol marin et se transforme en un petit être plus proche du corail que de la méduse, le polype. En quelque sorte, c'est une deuxième forme adulte.
Cette sédentarisation donnera lieu à un mode de reproduction asexué. Munis de tentacules, les polypes, qui ne sont plus eux-mêmes planctoniques puisqu'ils sont fixés, se nourrissent par contre de zooplancton, tout comme la forme méduse. Mais le plus étonnant réside dans la multiplication des polypes, qui rappelle la croissance des fraisiers. Leur base émet une prolongation plaquée au sol, sur laquelle, ici et là, poussent de nouveaux polypes. Après quelques mois, une véritable colonie de polypes génétiquement identiques apparaît. Dès lors, les polypes du plancton Clitia interrogent les chercheurs sur des notions scientifiques fondamentales, comme celle du concept d'individu ou même d'immortalité. Il est très difficile de définir ce qu'est un individu dans cette espèce parce que chaque colonie provient d'un unique embryon, donc d'une seule fécondation. En un sens, on pourrait dire qu'une colonie est un seul animal. Normalement, ces polypes grandissent sur le fond de l'océan. Rien ne nous permet de déterminer une quelconque durée de vie pour ces animaux. Ici, nous possédons les mêmes colonies de polypes depuis plus de 6 ans et c'est une question fascinante. En un sens, cet animal est immortel. Mais comment repasse-t-on du polype à la méduse? Certains polypes spécialisés se mettent à bourgeonner, propulsant dans l'eau environnante de minuscules méduses Clitia. Les chercheurs de ce laboratoire, qui a priori ne se préoccupent pas de recherche appliquée, ont néanmoins attiré l'attention de la recherche médicale. Vous pouvez retirer n'importe quelle partie de la méduse, elle repoussera. Si vous enlevez la bouche, elle repoussera. Si vous retirez un ovaire, il repoussera. Si vous retirez un tentacule, il repoussera. Si vous isolez un ovaire, il continue à régénérer ses tissus dans l'organe isolé et il continue même à fonctionner pendant quelques jours. Cette plasticité a suscité beaucoup d'intérêt pour la régénération des tissus. Si nous arrivons à trouver quels gènes ou quels mécanismes moléculaires sont impliqués dans cette capacité régénérative, cela pourrait mener à des applications en matière de régénération, y compris au niveau médical.